Au-delà de notre monde existe un royaume où la souffrance est éternelle, où le plaisir de la chasse pousse ses habitants à y rester, un royaume où certains traquent et d'autres se cachent, simplement pour survivre. Mais pour ces derniers, malheureusement, dans le royaume de l'entité, la mort n'est pas une issue. L'entité est une force mystérieuse et impitoyable, c'est elle qui règne sur ce lieu d'horreur, et attire à elle des machines à tuer, dévouées à sa volonté. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celle qu'on appelle... Rin était l'unique enfant de la famille Yamaoka. Elle grandit dans les couloirs poussiéreux d'une maison traditionnelle de Kagawa. Elle étudia l'enseignement à l'université privée de Takamatsu, ce qui pesa lourdement sur les finances fragiles de sa famille. Cette année-là, sa mère tomba malade et les factures commencèrent à s'accumuler. Rin commença à travailler à temps partiel dans une vaine tentative d'aider à alléger le fardeau. Son père était criblé de dettes qui augmentaient sans cesse. Il commença à travailler 2 fois plus, dans l'espoir d'obtenir une promotion. C'est à cette époque qu'il commença à perdre le sommeil. Un sinistre murmure le maintenait éveillé toute la nuit, comme un rappel de sa situation désespérée. Épuisé, il commença à perdre le sens de la réalité, luttant pour refuser ce que la voix lui murmurait pendant la nuit. Le père de Rin posa un geste désespéré. Il rencontra son supérieur et lui expliqua sa situation. Il le supplia pour obtenir une prime, une promotion, un congé, n'importe quoi. Sa demande fut refusée. L'entreprise avait lancé une ligne de production défectueuse qui lui coûtait très cher. Quelqu'un devait porter le blâme et le père de Rin convenait parfaitement. Il fut renvoyé après 22 ans de service. Ce soir-là, Rin rentra à la maison après le travail. Elle était restée tard pour divertir les clients qui s'étaient attardés au restaurant. Alors qu'elle garait son vélo dans l'abri de jardin, elle entendit le hurlement de sa mère venue de la maison. Elle se précipita à l'intérieur et monta les escaliers jusqu'à la chambre de ses parents. Là, elle trouva sa mère en morceaux sur le sol. Ses membres tranchés étaient emmêlés dans une position anormale. Sa poitrine était découpée, dévoilant sa cage thoracique béante. Rin eut un haut-le-cœur. Un katana aiguisé vint s'effondrer avec fracas. Rin bloqua la lame, qui cisailla son avant-bras dénudé. Le choc de la reconnaissance stoppa net la douleur. Son père tenait le katana avec une expression stoïque. Elle hurla pour qu'il s'arrête, mais il entailla à nouveau son bras. Elle se précipita pour sortir et glissa sur le sol trempé de sang. Elle se releva en s'appuyant sur le cadre de la porte. Le katana traversa le mur, fendant son autre bras. Elle hurla de douleur alors qu'elle boitait dans le couloir, puis fut de nouveau atteinte par la lame de son père. Elle recula en tremblant alors qu'elle retenait la chair molle de son abdomen. Les images des membres emmêlés de sa mère défilèrent devant ses yeux. Rin s'élança vers son père, le faisant trébucher. Il frappa son abdomen lacéré et elle s'effondra sous la douleur. Alors qu'elle s'efforçait de se relever, il entailla sa cuisse, la faisant s'écrouler sur le sol. Alors qu'elle rampait vers les escaliers, il la prit par les cheveux et la tira brusquement contre une cloison. Le verre se brisa sous l'impact et elle tomba à travers, atterrissant à l'étage du bas. Elle entendit des bruits de pas quelque part au-dessus d'elle. Avec effort, elle bougea, se vrillant un passage à travers une mer de verre cassé. Les éclats la rongèrent, déchirant sa chair. Il devait être arrêté. Il ne s'en tirerait pas avec ce qu'il lui avait fait, avec ce qu'il avait fait à sa mère. Rin crachait du sang, qui se mêlait à celui de son menton écorché par le verre. Son pouls commença à résonner sourdement dans ses oreilles. Elle sentait que son corps était tellement lourd qu'elle ne pouvait plus bouger. Le sol trembla sous les pas de son père. Elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas, mais cela n'avait plus d'importance. Elle lui ferait payer, dans cette vie ou la suivante. Une brume épaisse voila doucement ses yeux, mais elle ne pouvait pas apaiser sa colère. Elle ne trouverait pas le repos, pas maintenant. L'obscurité murmura, promettant une vengeance sanglante. Un serment fut prêté, et Rin ferma les yeux. Rin demeure maintenant dans l'entité, cette dernière lui faisant voir dans chacune de ses victimes le visage de son père, afin de maintenir sa soif de vengeance et prendre l'avantage sur cette colère, accomplissant ainsi les sacrifices que l'entité désire tant. Rin est assise à son bureau, inquiète de la fin des cours qui approche. Ce n'est pas qu'elle apprécie particulièrement le collège ou qu'elle ait du respect pour ses enseignants, mais c'est parce qu'elle a horreur d'être obligée d'apprendre le kendo. Toutefois, son père l'exige. Il exige qu'elle apprenne la voie du sabre. Pas seulement qu'elle s'entraîne, il faut qu'elle y excelle. Elle est une Yamaoka. Les Yamaoka sont issus d'une fière lignée, un héritage samouraï. Il le lui rappelle tous les jours. Et les autres enfants lui font subir des humiliations, lui disent qu'elle n'a rien à faire là, et qu'elle devrait manier un balai plutôt qu'un shinai. Elle les ignore et continue de faire de son mieux. Peut-être que si elle devient excellente avec un katana,
son père se sentira mieux. Il n'est pas lui-même ces derniers temps. Frustré, irritable, impulsif. Elle ne fait jamais rien comme il faut. Sa mère non plus d'ailleurs. Il est devenu très silencieux. Parfois il parle tout seul et s'énerve. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais elle sait qu'il souffre. Et la dernière chose qu'elle souhaite, c'est l'accabler davantage. La famille, c'est tout ce qui compte. Alors peut-être qu'un jour, elle réussira à manier un katana. Peut-être même qu'elle finira par aimer ça. Rin se sent fragile, ses os écrasés par le poids de l'armure. Elle pointe son shinai de bambou vers son adversaire. « Je veux que tout s'arrête. Il faut que ça s'arrête. » Son adversaire l'insulte. Il lui dit qu'il y a une vitre cassée dans les vestiaires et qu'elle devrait tout nettoyer avant que quelqu'un ne se blesse. Yamaoka, la femme de ménage. Il rigole. Il fait une autre blague de femme de ménage à ses dépens. Une bouffée de chaleur lui monte au visage. Elle veut lui rentrer le shinai dans la gorge. Voir à quel point il pourrait rigoler avec du bois et des échardes qui perforent son estomac. Ou alors sa gorge. D'où viennent ces pensées? Ça ne lui ressemble pas d'avoir des idées pareilles. Elle oriente son shinai et ressent quelque chose d'étrange. Elle n'a jamais rien ressenti de tel auparavant. C'est comme si un dragon s'était réveillé dans son cœur. Elle fixe du regard son adversaire ricanant. Plus rapide que l'éclair, elle fend les airs et frappe la tête de son adversaire. Tout le monde se moque de lui. Il courbe la tête sous le poids de la défaite et de l'humiliation. Un garçon la regarda avec de grands yeux incrédules. Il cligne des yeux. Peut-être que l'héritage de Yamaoka est bien réel. Elle a horreur de devoir l'admettre. Mais c'est agréable de gagner. Non, pas de gagner. De vaincre un ennemi. De vaincre un autre être humain. Vaincre un autre être humain? Pourquoi est-ce que je penserais à un truc comme ça? Ce n'est pas mes pensées. Et pourtant si... Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce qui l'a possédé pour lui donner la force d'affronter le garçon qui lui faisait face. Il ne rit plus du tout. Il la fixe du regard. Elle le frappe. Pas une fois, ni même deux, 3 fois. Les autres garçons continuent de la fixer bouche bée. Quelque chose vient de changer pour la femme de ménage Yamaoka. Ils le savent. Elle le sait. Elle sent le dragon s'éveiller dans son cœur. C'est ce qu'elle a connu de plus proche de devenir une combattante, une guerrière, une Yamaoka. Et le sentiment lui plaît. Elle aime être traitée avec respect. Elle aime qu'on la prenne au sérieux. L'espace d'un instant, elle s'imaginait aux côtés du grand Renjiro Yamaoka et de son fils Kazan. Quelque chose fait pression sur son cœur et le dragon s'étire. Et le dragon, réalise-t-elle, est l'éveil de son sang de Yamaoka. Yamaoka, la femme de ménage, t'as eu du pot. Voyons voir si tu auras autant de chance cette fois-ci. Les garçons se rapprochent et l'encerclent. Ils poussent des jurons, plaisantent et crient. Elle veut s'enfuir mais ne voit aucune issue. Elle veut s'excuser d'avoir été si bonne avec un shinai. Mais le dragon qui l'habite ne l'autorise pas à le faire. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a aucune raison de s'excuser. Elle a enfin fait ce qu'elle était censée faire. Et les voilà qui s'approchent comme si elle avait triché. Comme s'ils pouvaient voir que le dragon l'avait aidée. Elle sent la peur l'envahir. Où est passé ce dragon? Où est l'esprit de ses ancêtres? Elle lève la main vers ses agresseurs, comme pour leur faire signe d'arrêter. « Tu vas payer! Tu m'as humilié !» L'espace d'un instant, une ouverture se crée entre deux garçons, et il n'y a aucune hésitation, uniquement de l'action. Elle charge entre eux et arrive dans la cour du collège avec la meute de garçons à ses trousses. Elle se cache rapidement derrière une poubelle et les regarde s'éloigner en courant. L'un d'eux s'arrête, se tourne vers les poubelles et les fixe un instant. Elle retient son souffle. Elle peut entendre son cœur battre dans son crâne. Pourquoi se cacher? Tu es meilleur que ces bouseux. Tiens-toi droite, fièrement, et montre-leur qui tu es. Cependant, elle reste cachée dans l'espoir que ce dragon qui s'éveille replongera dans son sommeil. Rin émerge de sa cachette et entame la longue route qui la ramène chez elle. Le dragon dans son cœur lui fait la morale pour s'être caché. Il lui dit qu'elle est bien meilleure que ses bourreaux et qu'elle ne devrait jamais fuir face à l'intimidation. Elle n'est pas certaine de ce qu'elle aurait dû faire ou penser. Peut-être aurait-elle dû leur faire face. Ou alors peut-être aurait-elle dû essayer de leur parler. Peut-être aurait-elle dû les tabasser et leur arracher les membres un à un. Les membres un à un? C'est quoi ces idées? D'où est-ce qu'elles viennent? Les membres un à un? Quelle sombre pensée. Avant de pouvoir trouver une réponse à ces questions, elle entend une voix. Elle entend les petites brutes lui crier dessus et la traiter de tous les noms. Elle ne se retourne pas. Elle ne court pas. Elle ne court pas parce qu'elle sait ce qui va arriver et qu'elle s'en fiche. Le dragon dans son cœur lui assure que tout ira bien.
Les garçons lui jettent des ordures dessus, la traitent en boucle de Yamaoka, la femme de ménage. Elle sait ce qui arrivera ensuite. Elle le voit dans son esprit, comme les anciens samouraïs. Ils vont la pousser pour la faire tomber, l'encercler et la rouer de coups. Seulement, cette fois-ci, elle ne se laissera pas vaincre par la douleur. Elle ne laissera pas la peur la paralyser. Elle utilisera cette peur et cette douleur pour alimenter le dragon. Aujourd'hui, ses bourreaux vont sentir pleuvoir les coups. Ils vont sentir sa colère. Et ils sauront enfin qu'elle est une Yamaoka. Son père est assis face à elle, mangeant son dîner en silence. Rin lui jette parfois un coup d'œil, tout en évitant de le fixer du regard. Il y a quelque chose de différent en lui. Il n'a jamais été particulièrement bavard après le travail, mais quelque chose semble le préoccuper. Il joue avec son repas de manière agressive et marmonne dans sa barbe, comme s'il répondait à quelqu'un. Sa mère fait comme si tout allait bien, et demande à Rin comment s'est passée sa journée. Bien. Elle déplace un morceau de viande d'un côté de son assiette à l'autre. Un mensonge, mais la dernière chose dont sa mère a besoin, c'est d'ajouter à ses inquiétudes. Elle non plus n'a pas été elle-même ces derniers temps. Elle a du mal à se réveiller, et Rin l'a entendu pleurer à plusieurs reprises. Une fois le repas terminé, elle débarrasse la table et se rassoit pour terminer ses devoirs. « T'es-tu entraîné aujourd'hui » La voix paternelle la fait grimacer. Chaque syllabe est hachée et tranchante. « Je le ferai après ça. » Pendant un instant, son visage se tord de rage, mais il la réprime presque immédiatement. « Assure-toi de le faire. » Rin est assise sur le sol en bois. Les murs autour d'elle changent et se déforment. La pluie tombe sur sa tête malgré le plafond au-dessus d'elle. Un fracas ressemblant au bruit du tonnerre ou à un accident de voiture retentit derrière elle. Elle tourne la tête brusquement. Une porte se tient désormais là où il y avait autrefois un mur. Et debout dans l'embrasure de la porte, une silhouette armée d'une épée. Rin se lève d'un bond et commence à courir. Le sol passe du bois lisse à du béton coulé et glissant, chaque pas nécessitant toute son attention pour éviter la chute. Elle entend un faible sifflement au-dessus du bruit de ses pas. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule. La silhouette se rapproche d'elle. Une racine noueuse perce le béton avant d'accrocher son orteil. Et puis Rin tombe au sol. La douleur lui traverse les coudes et les genoux. Elle essaye de s'éloigner en rampant, mais une main attrape sa cheville et la tire en arrière. Elle se tourne sur le dos et lève les mains dans une pathétique tentative pour se défendre. Elle lève les yeux. Son père. C'est bien lui, mais pas tout à fait. Son visage est tordu, déformé par un horrible rictus. Il prend l'épée et la lève, tout comme elle l'a elle-même appris, se préparant à porter un coup mortel. Le sifflement est maintenant accablant. Sa bouche bouge, mais elle n'entend aucun mot. Elle n'entend que le sifflement. Dans l'obscurité derrière lui, elle aperçoit une grande forme blanche se déplacer à une vitesse terrifiante. Elle essaie de la pointer du doigt, de le prévenir. Il se contente de sourire, l'épée au-dessus de sa tête. Elle distingue enfin la forme et son bras retombe. Un serpent. Elle essaye de crier, mais aucun son ne s'échappe. Elle regarde le serpent avaler son père tout entier. Épée comprise. Rin halète pour respirer tandis qu'elle se réveille. Ce n'est qu'un rêve, Rin. La voix de sa mère est faible, mais réconfortante. Rin est assise par terre à côté de sa mère, allongée dans son lit. Ça n'avait rien d'un rêve normal. Rin rapproche les genoux de son menton et les serre contre elle. Elle n'a jamais manqué un jour de classe, mais elle a si peu dormi la nuit dernière qu'elle a l'impression qu'elle pourrait s'évanouir sur son vélo. Sa mère soupire, en partie exaspérée, en partie à cause de la douleur. Moi aussi je faisais des cauchemars. Vraiment? À propos de quoi? Oh, un tas de choses. À propos de ton père et de son emploi, la peur de te perdre.
Parfois, c'est ton corps qui te dit que tu es trop stressé. Qu'as-tu fait pour les faire cesser? Rien du tout. Mon cerveau a dû faire le nécessaire et travailler sur ce qui le dérangeait. Rin regarde sa mère, qui s'est retournée pour lui faire face. Elle sourit, même si elle semble clairement souffrir rien qu'en étant à ses côtés. Par contre, les rêves d'araignées n'ont jamais cessé. Des araignées? Oui, de grosses araignées pleines de poils, avec d'énormes yeux globuleux, qui tombaient du plafond. Sa mère tend la main et attrape le haut de la tête de Rin, lui ébouriffant les cheveux. Rin se recule brusquement en riant. « Maman !»« Rin, aujourd'hui, je veux que tu ne fasses rien du tout. Pas de devoir, pas d'exercice. Détends-toi et rien de plus. Je te promets que ça va passer. » Il paraît que la pluie peut être une chose positive. Rin lève les yeux sur son repas pour regarder Nanami. Le livre d'interprétation des rêves est posé sur son genou, tandis qu'une boîte à bento tient en équilibre sur son autre jambe. Comme le fait que la pluie de printemps est synonyme de nouveau départ. Chiaki rit. Je ne pense pas que se faire poursuivre par une épée soit synonyme de renaissance. Que dit ton livre sur les épées? Nanami feuillette maladroitement le livre, manquant de renverser son repas sur le sol. Ça ne semble pas s'appliquer. Rin murmure à son ami, doucement, mais avec force. Vas-y, lis-le. Ça veut dire pouvoir, force. Mais en général, les gens rêvent d'avoir l'épée eux-mêmes. Chiaki rit et pointe Nanami avec sa tablette de chocolat. Tu vois, Rin, il suffit de prendre le pouvoir. La prochaine fois que tu feras ce rêve, essaye de t'approprier le pouvoir. Je ne peux pas changer le rêve. C'est toujours la même chose. La cloche de l'école sonne. Nanami se lève d'un bond et remonte ses lunettes. Allez, on va être en retard. Chiaki pointe maintenant sa barre de chocolat vers Rin en la secouant. Des miettes jonchent le sol du couloir. Tu crois qu'elle se soucie d'être en retard? Elle fait partie des mauvais élèves maintenant. Elle sèche l'école, n'est-ce pas, Rin? J'étais malade. Oui, bien sûr, malade. Je déteste le professeur Morimoto. Allons-nous-en. La revoilà dans le rêve. Le sol en bois, la pluie qui tombe du plafond, le fracas dans son dos. Cette fois, elle ne se retourne même pas. Elle sait que c'est lui. Elle se lève et commence à courir. Elle a l'impression que tout son corps est fait de gelée, comme si elle courait sous l'eau. Elle examine attentivement le sol à la recherche de la racine. Elle l'aperçoit et tente de sauter par-dessus. Elle ne parvient jamais à éviter la racine. Celle-ci se courbe et fouette l'air, l'attrapant et la tirant vers le sol. La douleur familière se propage au travers de ses articulations. Elle se tourne sur le dos à nouveau. Elle lève les yeux vers lui. Ce sourire encore une fois. Elle essaye de l'alerter par-dessus le crescendo du sifflement du serpent. Pourquoi? Comme pour répondre à sa question, son père articule des mots, mais aucun son ne s'échappe. Et juste au moment où il tente de porter un coup, le serpent le dévore à nouveau, tout entier. Et Rin se réveille. Elle regarde la montre à côté de son lit. 3 heures du matin. Elle sait qu'elle ne dormira pas davantage cette nuit. Alors elle se redresse, fixe le mur et attend que le soleil se lève. Face à l'insistance de sa mère, elle est encore restée à la maison aujourd'hui. Mais sa mère n'est pas en état de lui tenir compagnie. Elle a besoin de dormir. À la place, Rin erre dans la maison, faisant des allers-retours entre la cuisine, sa chambre et le salon. Impossible de décider quoi faire de sa journée. Après avoir regardé 5 ou 6 fois dans le réfrigérateur, elle pense au bureau de son père. Une envie irrésistible l'y emmène, et la voilà qu'elle examine ses papiers. Elle regarde sa montre, elle a encore pas mal de temps avant son retour. Elle prend un dossier et se met à le feuilleter. Rien d'intéressant. Elle le remet soigneusement là où elle l'a trouvé. Elle fouille le secrétaire et s'arrête soudainement lorsqu'elle voit quelque chose caché au fond. Un vieux livre relié en cuir. Elle le prend, l'ouvre. La famille Yamaoka et la malédiction de Yamaoka. Elle referme brusquement le livre et ressent une colère inhabituelle monter en elle. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et pourquoi le cache-t-il? Elle ferme le secrétaire, s'assure que tout est à sa place et se dirige vers la porte. Puis, elle s'immobilise. Elle lève les yeux et regarde au-dessus de la porte. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant. Ou peut-être n'avait-elle jamais été là. L'épée de son rêve. Alors que les premières gouttes de pluie lui rafraîchissaient le sommet du crâne, elle se rend compte qu'elle est de nouveau dans le rêve. Elle se redresse et se remet à courir.
Encore la même danse. Elle court et ne cesse de courir. La racine aurait dû me faire trébucher. Une peur d'un autre genre s'insinue en elle. Ce n'est pas le même endroit. Malgré la peur qu'elle ressentait, il y avait quelque chose de réconfortant dans cette prévisibilité. Elle ralentit sa course en s'approchant. La silhouette est massive, se dressant au-dessus d'elle. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, mais elle le reconnaît immédiatement. Kazan Yamaoka. Elle le regarde, et la haine l'envahit. Si seulement il était mort. Elle ne serait pas là, coincée dans cette maison, avec ses responsabilités, avec ce père. Mais elle sait qu'elle ne peut rien y faire. Bientôt, son père viendra. Il essayera de la tuer, et le serpent l'en empêchera. Alors qu'elle pensait à cela, Kazan dégaine son épée. Il la lui tend, et fait un geste pour lui indiquer de la prendre, pour l'utiliser afin de tuer son propre père. Elle entend les bruits de pas de son père se rapprocher dans son dos. Dans la panique, elle saisit la lame et se prépare à son attaque. Elle se retourne. Son père n'est pas seul. Un homme se tient derrière lui, un homme plus âgé. Son regard semble la supplier d'arrêter. Elle ressent toute la haine de Kazan dans son dos, comme une sorte de chaleur. C'est donc le père de Kazan. Le sifflement est de retour, et derrière eux, le serpent apparaît. Elle baisse sa garde, attendant qu'il se décide à attaquer. Pour engloutir son père, pour la réveiller, pour fixer le mur jusqu'au lever du soleil, se traîner d'un geste à l'autre, regarder sa mère continuer à se détériorer sous ses yeux, regarder son père sombrer de plus en plus dans ce qui le ronge. Le serpent marque une pause, étudiant la scène. Cette fois, son père aussi regarde le serpent. Tous l'observent. Quelque chose en elle lui dit que c'est son moment. Elle lève sa garde à nouveau, se précipite en avant et se prépare à frapper son père, pour mettre fin à ce cycle. Puis, elle s'arrête. Elle lâche l'épée. Et tout devient noir, alors qu'elle est avalée tout entière.